sommaire de ce journal, 22 millions de personnes sont menacées par la faim dans la corne de l'Afrique. Et puis en sport, football, le Maroc prêt à accueillir la Coupe du Monde des clubs prévue ce mois de février. Madame, Monsieur, vous êtes sur Béni TV. Merci et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Une fois n'est pas coutume, rendons-nous au camp de prière Siloé de Botinou, non loin de Soubré, à l'entame de ce journal, pour parler de la deuxième convention nationale qui portait sur le thème « Comment emmener le peuple de Dieu à la pratique des sacrifices de bonne odeur à Dieu ». Suivons ensemble ce compte rendu d'Eugène Quadio, notre correspondant. Botinou est une localité coupée du monde sur tous les plans. Manque de réseau de communications téléphoniques, d'électricité et encore plus grave, pas de route pour y accéder. Même avec des engins à 2 roues, il faut descendre à certains endroits pour faciliter le passage. Malgré cet isolement, des milliers de personnes répondent à chaque programme aux appels du prophète Didier Kwaku, fondateur du camp de prière le Siloé de Botinou, comme ce fut le cas à cette deuxième convention. Quel est l'impact du sacrifice à Dieu? C'est ce thème qui a dominé les enseignements de ce programme durant 3 jours. Selon le couple fondateur du camp, le Siloé, il a été inspiré du Saint-Esprit pour amener les fidèles à la pratique pour leur liberté dans tous les domaines de la vie. Le sacrifice est beaucoup important. Le sacrifice, quand on parle un peu du sacrifice veut dire une offrande nécessaire pour s'approcher de Dieu. Donc, offrir veut dire construire devant Dieu pour la liberté des gens, pour la grâce. Le Seigneur fait des miracles, des merveilles dans la vie de chacun. Et même des gens sont un grand témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux. Se servant de plusieurs références bibliques colorées de témoignages, les orateurs de ce programme ont unanimement appelé les participants à une bonne communion avec le Saint-Esprit, seule condition d'acceptation du sacrifice par Dieu. Il faudrait qu'il y ait une réconciliation avec nous, avec le Seigneur. Et si Dieu est content, quand on va faire le sacrifice, je pense que le Seigneur va honorer cela. En cette convention, ce que je veux que les gens retiennent, il faut comprendre d'abord la parole de Dieu pour pouvoir exécuter. Les fidèles du camp de prière, le Siloé, ont dit saluer l'initiative du prophète Didier Kwaku pour ces rencontres divines dont les enseignements consolident leur foi en Dieu. Il faut dire que l'homme de Dieu nous a beaucoup édifiés, nous a beaucoup impacté par ses paroles. Donc en sortant de cette croisade, nous partons avec un beau bagage. Notre bagage est rempli, bagage d'élévation, bagage de gloire. Je crois que le Seigneur a organisé cette convention pour que chacun de ses enfants soit sauvé et que chacun puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il est chrétien et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir recevoir du Seigneur. Cette deuxième convention nationale a aussi été un grand moment de louange conduite par plusieurs chantres de l'Éternel devant un public estimé à près de 2000 fidèles malgré l'impraticabilité de la route. Cette mobilisation confirme le réel appel de Dieu dans le ministère du prophète Didier Kwaku. Elle se nomme Bénédicte Akon. Elle est animatrice sur votre chaîne Béni TV. Elle était à la maternité de l'hôpital général de la commune de Koumassi. Objectif, offrir des présents aux nouveau-nés. Priscille Séan, notre reporter, était témoin. Voici son reportage. Voilà quelques années que Bénédicte Akon a vu le jour en 26 janvier à la maternité de l'hôpital général de la commune de Koumassi. Un jour qui reste inoubliable pour celle qui est aujourd'hui animatrice à la chaîne de télévision chrétienne Béni TV. Tous les ans, elle retourne sur ses pas pour célébrer tous les nouveau-nés de ce jour. Pour cette 9e édition, Bénédicte Akon, par ailleurs commissaire général de Miss Nzasa Afrique, s'y est rendue accompagnée des lauréates 2022, les bras chargés de présents composés de vivres et non-vivres. C'est avec émotion que les mamans toutes heureuses ont accueilli la bienfaitrice de leur bébé. Vraiment, ça nous adore. C'est gentil, merci beaucoup, merci infiniment. Que Dieu nous montre plein de petits janvier. Longue vie, santé, prospérité, succès, tout ce qui est bon. Je remercie la sœur de m'avoir donné cadeau de ce matin. Chaque 26 du mois de janvier,
Miss Ako, Miss Nzassa nous rend visite chaque fois avec les bras chargés pour ses jumeaux et ses jumelles qui sont nés ce jour-là. Nous ne faisons que lui dire un grand merci, que Dieu vraiment l'assiste dans tout ce qu'elle entreprend et qu'il l'élève davantage. Le vice-président de la Société ivoirienne de gynécologie, Kamara Souleymane, salue cette initiative de la donatrice. J'ai été immensement impressionné par la chaleur humaine que dégage l'anniversaire. Elle nous a offert avec grand cœur des cadeaux pour les démunis. Je voudrais très sincèrement lui souhaiter longue vie, beaucoup de santé, de joie, paix dans le cœur et que Dieu fasse que chaque 26 décembre soit en parfaite santé pour venir encore apporter beaucoup de joie aux femmes. Pour Bénédicte Akon, c'est toujours un devoir et une grande joie de se rendre utile en pensant à ses petites sœurs et petits frères en ce jour anniversaire de sa naissance. La main qui donne reçoit plus de joie. Et je remercie l'Éternel, je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé à ce que ce jour et que ces dons soient réalisables, soient effectués. Et je bénis le nom de l'Éternel aussi, qui va permettre que l'année prochaine, on se retrouvera encore ici afin de faire ce geste-là, afin de soulager encore ces mamans, de soulager ces bébés qui naissent le 26 janvier comme moi. Par ailleurs, Bénédicte Akon nourrit l'ambition d'asseoir très prochainement une fondation qui va œuvrer pour le bien-être des enfants démunis, les veuves et autres petits orphelins. En Tunisie, au Maghreb, le président Kais Saïed serein malgré l'abstention record aux législatives estimée à 11,4% au second tour. Regardez. Le président tunisien Kais Saïed relativise face à un taux de participation historiquement bas de 11,4% au second tour des élections législatives. Lundi soir, l'homme fort de Tunisie a minimisé ce taux d'abstention record lors d'une intervention télévisée. Il faut interpréter ce taux différemment. 90% n'ont pas voté parce que le Parlement ne représente rien pour eux. Les législatives du 17 décembre et du 29 janvier sont l'une des dernières pierres que le président Kais Saïed a voulu poser dans l'édification d'un système ultra-présidentialiste similaire à celui d'avant la chute de Ben Ali. Dans l'est de l'Éthiopie, les voyageurs utilisent toujours le chemin de fer construit il y a plus d'un siècle par les Français. L'ancienne voie ferrée reste indispensable pour le commerce et le transport. La gare de Diredawa s'éveille avec les premiers rayons du soleil. Il faut partir tôt pour espérer rejoindre avant la nuit la ville de Dewele, à la frontière djiboutienne. À bord du train, des marchandises surtout et une centaine de passagers, des commerçants essentiellement, qui vont acheter là-bas des produits importés du port de Djibouti. C'est notre moyen de transport. Je vais à Dewele acheter du riz, du sucre, des macaronis, de la sauce tomate et de l'huile. Tout ce dont mes clients ont besoin pour manger. Dewele est à environ 200 km de là. Le voyage va durer une douzaine d'heures. Le train s'arrêtait 8 fois en route. C'est la dernière portion praticable de cette ligne de chemin de fer voulue il y a plus d'un siècle par l'empereur Ménélique et construite par les Français. La ville de Diredewa a été fondée quasiment avec elle. Sa survie, comme celle des communautés établies le long de la ligne, en dépend, comme en témoigne ce conducteur aux commandes du tortillard depuis 40 ans. Le chemin de fer a été construit aux abords de petites villes et villages. Les gens les ont fait grossir en s'installant près des gares. Il y a encore des endroits où les voitures ne peuvent pas aller dans la région. La ligne est aujourd'hui gérée par les autorités éthiopiennes. Autant que le train, les ateliers qui le maintiennent en état de marche sont cruciaux pour la région. 300 salariés travaillent toujours pour l'entreprise, contre 2500 à la grande époque. Et pour l'instant, la ligne chinoise construite en 2016 et qui passe non loin d'ici ne lui fait pas concurrence. Plus chère, elle s'arrête aussi moins souvent le long du trajet.
La crise alimentaire s'aggrave dans la Corne de l'Afrique. 22 millions de personnes sont toujours menacées par la faim. Les pays de la Corne de l'Afrique sont en proie à une sécheresse historique depuis 2020. Du sud de l'Éthiopie au nord du Kenya en passant par la Somalie, 22 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. En manque d'eau, de lait, de nourriture, vivant souvent dans des conditions insalubres, les plus jeunes se retrouvent considérablement affaiblis, leur organisme rendu plus vulnérable aux maladies. En raison de la sécheresse, mon enfant n'a pas bénéficié d'un service médical approprié. Nous étions trop occupés à faire face à la sécheresse, à sauver le bétail et à penser à comment faire survivre notre famille face à une telle situation. Tous ces problèmes ont détérioré la santé de mon enfant. La Somalie est le pays le plus sévèrement touché, avec plus de la moitié de sa population affectée par cette sécheresse, mais pour l'instant, aucune famine n'a été officiellement déclarée. Quand la mère est malnutrie, elle peut donner naissance à un enfant malnutri. Et même après la naissance, la malnutrition peut impacter la production de lait mammaire. Aggravée par les répercussions de la guerre en Ukraine, cette crise alimentaire devrait empirer dans les mois à venir, selon les organisations humanitaires. En Australie, les autorités recherchent une mini-capsule radioactive perdue par le géant minier Rio Tinto lors d'un transfert. Problème, cette capsule plus petite qu'une pièce de monnaie serait très dangereuse pour la santé. Chercher une aiguille dans une botte de foin. La version australienne du proverbe pourrait être chercher une mini-capsule radioactive dans le désert. Voilà l'immense défi auquel sont confrontées les autorités australiennes depuis vendredi après-midi. C'est à ce moment-là que le géant minier Rio Tinto a avoué avoir égaré une mini-capsule radioactive de moins d'1 cm². Mais en réalité, elle aurait été perdue il y a environ 2 semaines. Elle serait tombée d'un camion quelque part entre une mine de fer, proche de la ville reculée de Newman, et la banlieue de Perth, soit 1400 km de route, au milieu du désert, l'équivalent de l'Italie du nord au sud. La capsule faisait partie d'une jauge utilisée pour mesurer la densité du minerai de fer. En voici une représentation 3D. Équipés de compteurs Geiger, scientifiques et policiers scrutent le sol proche de la route pour retrouver cet objet plus petit qu'une pièce de monnaie. Nous craignons que quelqu'un le prenne sans savoir ce que c'est, se dise « Oh, voilà quelque chose d'intéressant ». Et vous savez, le garder, le mettre dans sa chambre, dans sa voiture, le donner à quelqu'un d'autre, sans savoir à quoi il a affaire. Notre préoccupation est donc d'attirer l'attention du public sur ce problème. Ce qui inquiète les autorités, la dangerosité de la capsule. Elle est certes minuscule, mais elle renferme du césium-137, un isotope hautement radioactif, dont les radiations gamma et bêta peuvent provoquer de graves problèmes de santé. Donc si vous êtes en contact avec la capsule ou qu'elle est proche de vous, cela pourrait provoquer des problèmes graves sur la peau, des brûlures, et si vous la gardez un long moment près de vous, cela pourrait causer un cancer aigu dû aux radiations après un certain temps. Dans un communiqué, le géant minier Rio Tinto s'est dit désolé pour cette perte. Face au manque d'équipements spécifiques, les autorités locales ont demandé l'aide d'autres pays du Commonwealth ou encore d'autres États en mesure de les aider à localiser la capsule. L'ancien président américain Donald Trump vise à reconquérir la Maison-Blanche lors des prochaines élections présidentielles de 2024. Cité dans des affaires judiciaires, il doit composer avec un contexte politique compliqué. Reportage.
Habitué à la lumière, c'est dans l'ombre de son avion que Donald Trump a réagi aux images de l'interpellation mortelle de Tyre Nichols, un Afro-Américain mort sous les coups de la police. Quand il a commencé à crier « Maman », c'était si triste, c'était absolument effroyable. En même temps, vous devez lutter contre le crime. Il faut trouver les bonnes personnes qui savent quand il faut être dur et quand il ne faut pas l'être. Dans le cas présent, ils sont très très durs. C'est de la folie, c'était triste à regarder. Une séquence rare de Donald Trump, d'habitude fervent soutien de la police, est prise dans un contexte politique compliqué pour l'ancien président. Sa campagne pour l'investiture républicaine à la présidentielle piétine, plusieurs de ses grands donateurs ont déserté, et Ron DeSantis, l'étoile montante du parti, lui fait de plus en plus d'ombre. Pas de quoi faire peur à Donald Trump, ni à ses supporters. DeSantis est fantastique, mais je ne pense pas que ce soit encore tout à fait son moment. Peut-être en 2028. J'aime bien Ron DeSantis. Je l'ai rencontré au Trump International. Il doit rester gouverneur. Ses supporters, Trump les a rencontrés dans le New Hampshire et la Caroline du Sud. Pas de hasard, ils font partie des premiers États qui organiseront leur primaire républicaine début 2024. La route est encore longue pour un président qui a perdu son or ces derniers mois. Des critiques que Trump balaie d'un revers de main. Ils disent « il ne fait pas campagne ». C'était il y a un mois quand j'ai annoncé ma candidature. Eh bien j'ai dit « vous savez, j'ai 2 ans ». Ils ont dit « il ne tient pas de meeting, il ne fait pas campagne, peut-être qu'il a perdu cette étape ». Mais je suis de plus en plus en colère maintenant et plus déterminé aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Pourtant, empêtré dans les affaires judiciaires, cette rage suffira-t-elle pour signer son retour à la Maison-Blanche? Ses soutiens préviennent, n'enterrez pas trop vite Donald Trump. Nombreuses sont les fois où sa chute a été annoncée. Il a pourtant survécu à tous les scandales. Un mot de sport avant de conclure. Parlons du football avec le royaume chérifien qui se dit prêt à accueillir la Coupe du Monde des clubs prévue début février. Moins de 2 mois après l'exploit du Maroc en Coupe du Monde au Qatar, les yeux seront encore une fois braqués sur le Royaume qui accueille la Coupe du Monde des clubs début février. Pratiquement tous les billets ont été déjà vendus, ce qui montre à quel point l'engouement pour la compétition est considérable et que l'euphorie mondiale semble encore en place. On vient de sortir d'une période extraordinaire avec la Coupe du Monde où le Maroc a atteint pour la première fois la demi-finale. Et les Marocains ont vécu une épopée glorieuse, ont vécu des joies collectives à répétition. Et aujourd'hui, il y a un manque de cette joie. Et la Coupe du Monde des clubs est l'opportunité pour les Marocains de revivre ce moment inoubliable avec le Wydad de Casablanca. Donc je pense qu'au-delà des supporters du Wydad de Casablanca, il y a aussi tous les amoureux du football de la dernière Coupe du Monde qui vont vouloir revivre une nouvelle fois une grande émotion avec cette Coupe du Monde. Tous les moyens ont été déployés pour faire de cette Coupe du Monde des clubs une véritable réussite pour le grand bonheur des amateurs du ballon rond. On s'attend à ce que ça soit le cas parce qu'effectivement, non seulement le Maroc a été à la hauteur et donc laissé de bons souvenirs, mais c'est aussi une motivation pour le développement du monde du spectacle. Parce que le football est devenu un spectacle. Aujourd'hui, je crois qu'on respecte la qualité du jeu et pour cela, on engage des investissements. La Coupe du Monde des clubs fait donc son retour au Maroc pour la 3e fois après les éditions de 2013 et 2014. Une occasion pour le football africain de briller à nouveau à travers la participation du Wydad de Casablanca et des Égyptiens d'El Ahly. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre Béni TV. Restez fidèles à notre chaîne, première chaîne chrétienne panafricaine. Ce journal a été réalisé par Agatha Messan et Antoine Amand. À très bientôt.